Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qu'on a intitulé ce matin « Apprendre à fidéliser les collaborateurs à l'heure du plein emploi ». Et donc ce matin, j'accueille deux invités, Bruno et Aurélien. Bruno, je vais te laisser te présenter. Merci Christophe. Donc Bruno Longhi, moi je suis directeur du pôle grand compte et secteur public chez Cegid Talentsoft et j'accompagne un peu plus de 2200 clients dans leurs projets de gestion des talents. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir témoigner avec Aurélien. Merci Bruno. Bonjour Aurélien. Bonjour, alors moi je suis Aurélien Fenard, je suis directeur de la transformation digitale et des données RH chez Pôle emploi et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Parfait. Alors ce webinaire, pourquoi ce webinaire? Parce que pour introduire cet épisode, parce qu'on sait que depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, c'est devenu assez complexe. Le marché est hyper tendu. Donc évidemment, une des problématiques principales des directions des ressources humaines, et encore plus aujourd'hui, c'est de mettre en place des stratégies de fidélisation de leurs collaborateurs. C'est pourquoi Aurélien est là aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi et comment ils ont mis en place ces stratégies et comment ils se sont équipés. Il travaille aujourd'hui avec Bruno, avec la solution Talentsoft qui est déployée auprès de l'ensemble des collaborateurs. Une solution qui permet d'appuyer une stratégie notamment de ce qu'on appelle la GEPP aujourd'hui, avec la possibilité de mettre en place, à la vue des collaborateurs, des passerelles d'emploi, des possibilités de mobilité interne, etc. Le seul petit bémol aujourd'hui en termes de stratégie RH, c'est principalement l'incertitude et l'incertitude globale qui nous entoure. Aujourd'hui, on était jusqu'à présent à une situation de plein emploi. Alors, pour démarrer ce webinaire, on entend souvent parler de plein emploi. J'aimerais bien que vous puissiez me définir ce qu'est pour vous le plein emploi. De quoi on parle exactement? C'est quoi l'état du marché réellement aujourd'hui, Bruno, Aurélien? Je vais peut-être commencer, Bruno. Le plein emploi, c'est généralement on prend généralement comme indicateur du plein emploi le taux de chômage. Et classiquement, c'est une situation sur le marché du travail dans laquelle le taux de chômage est très bas, voire nul. En d'autres termes, c'est quand quasiment toutes les personnes qui sont disponibles pour un travail ont un emploi. Cependant, il est important de préciser que c'est pas le plein emploi, c'est pas quand il y a zéro taux de chômage, puisque effectivement il y a un socle naturel de remplacement des personnes qui sont en transition, etc. Bon, le concept de plein emploi est quand même souvent mesuré. On dit souvent c'est quelque chose autour des 4%. C'est communément, je suis pas économiste, mais c'est ce qui est communément retenu. Dans les économies développées, avec quand même une certaine différence en fonction des économies, selon la structure, les lois, le contexte social et législatif. Alors, je ne vais pas remplacer mes collègues de Pôle emploi des stats, mais je dirais qu'en France, même si le gouvernement a un objectif de 5% pour dire qu'on est en plein emploi. Donc déjà, il convient qu'on est déjà à 1% plus élevé. Déjà qu'on est à 7% comme à l'heure actuelle, 7,4 je crois les derniers chiffres, on n'est pas forcément au plein emploi, mais c'est un chiffre qui est, à mon sens, très globalisé et qui recouvre un certain nombre de spécificités. C'est-à-dire qu'en fait, on a différents métiers. On a des métiers qui sont en tension depuis des années, notamment, si on est data scientist à l'heure actuelle, on n'a pas de problème pour trouver un travail. Il y a une vraie tension. Si on est soudeur en Vendée, dans les marchés, dans les chantiers, il y a énormément de travail et il y a d'autres bassins d'emploi qui sont un peu plus touchés par le chômage. Donc, ça n'empêche que pour les entreprises, elles n'ont pas un marché du travail, mais elles ont plusieurs marchés du travail et elles ont plusieurs types de compétences et de ressources à cibler et à recruter. Il y en a où elles n'auront peut-être pas beaucoup de problèmes, il y en a où ça sera vraiment une guerre des talents qui sera ouverte. Donc, de là découle pour les RH
une stratégie un peu plus complexe qui vivent parfois certaines compétences ou certains talents. Voilà. Mais bon, effectivement, en France, on a un marché du travail qu'on dirait peut-être un peu moins élastique. Hein. Voilà, par exemple, 4 semaines après le lockdown du Covid aux États-Unis, il y avait 22 millions de chômeurs aux États-Unis. Quand c'est reparti, ils ont quasiment tous été réembauchés. Nous, on a vu que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, donc il faut. C'est pas tout à fait le même contexte de droit du travail. Voilà, exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a un contexte législatif. On a une culture aussi, hein, les Américains, ils peuvent avoir plusieurs jobs en même temps. Changer de job, c'est pas changer de vie, c'est pas le cas en France. Donc voilà, il y a tout un marché à avoir en tête. Mais en tout cas, on a beau être à 7,4% de chômage à l'heure actuelle. Si on va sur le site de pôle emploi.fr, ce que je viens de faire à l'instant, on voit qu'à l'heure actuelle, disponible, il y a 1,151 000 et des poussières emploi. Donc, Ouais. on a plus d'1 million de jobs disponibles là tout de suite. Voilà. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'effectivement, on peut considérer, en tout cas ce que les clients nous remontent, qu'il y a une inversion du rapport, on va dire, de force entre le candidat et le recruteur. C'est-à-dire que sur certains métiers, le candidat impose un certain nombre de conditions au recruteur et tient des conversations qui, jusqu'à présent, étaient des conversations plus descendantes. Et là, on est sur, on va dire, un équilibrage, voire un renversement de certains rapports de force sur certaines fonctions. Et ce qui amène évidemment les organisations, les entreprises à s'interroger sur la façon dont ils peuvent combler les manques autour de la compétence. Est-ce qu'on va recruter des candidats ou est-ce qu'on va travailler sur notre vivier de collaborateurs? J'espère qu'on va aborder ce sujet-là. Ouais. C'est même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître quelque chose qui n'existe pas vraiment en France, hein, qui est le no-show et le ghosting de certains candidats qui prennent même pas la peine, tellement ils ont de positions pour certains, parfois de dire qu'ils sont plus intéressés, etc., ou qu'ils ne se présentent même pas le jour J de la prise de poste. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Tout ça, ça a un impact sur l'entreprise. Aurélien, pour préciser, on parle de combien de collaborateurs et collaboratrices chez Pôle emploi aujourd'hui? Alors, chez Pôle emploi, à aujourd'hui, on est 59 000 agents sur 900 agences partout sur le territoire et aussi en ultramarin, donc en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et en Guyane. Et une petite à Saint-Pierre-et-Miquelon également, il ne faut pas les oublier. Donc, on a des agences un peu partout sur le globe, du coup. Et donc, voilà, ça fait 900 agences et 60 000 collaborateurs pour toute la France. Droit privé, droit public, enfin, c'est… Là, on est environ 55 000 agents publics et 4 000, un petit peu moins de 4 000 agents publics et 55 000 agents privés. Ouais. Voilà. Alors, on parlait de difficultés de recrutement, mais tout ça, c'est à mettre en rapport avec le turnover de chaque entreprise et leur capacité à maîtriser, on va dire, un bon turnover. Ouais. Typiquement, toi, chez Pôle emploi, vous êtes situé comment en matière de turnover? Alors, juste avant, tu as dit quelque chose de très important, tu as dit un bon turnover. C'est-à-dire qu'un turnover n'est pas nécessairement négatif. Hein. C'est un peu comme la température du corps. Il ne faut pas que ce soit trop haut, il ne faut pas que ce soit trop bas non plus. C'est pas bon. Effectivement, le turnover, ou ce qu'on appelle aussi taux de rotation du personnel en français, hein, ça mesure donc les départs, mais ça peut être tous les départs. Donc, il y a des départs qui sont naturels et qui doivent être là. Mais c'est aussi très important parce qu'un turnover trop important va déstabiliser les équipes. Si on a, je ne sais pas, 25% de turnover, au bout de quelques années, on a quasiment remplacé toute l'équipe. Et donc, ça veut dire qu'on a un problème de fidélisation. Les gens partent trop vite et qu'il y a un problème quelque part. C'est exactement pareil si on a un taux de turnover qui est trop peu élevé. Là, on va avoir des problèmes de carrière, de projection. Les personnes ne bougent pas. Hein, donc, ce
qu'on appelle en dessous de 3%, c'est un turnover très très faible, c'est pas mal. Parce que c'est difficile de se projeter dans une carrière et du coup, les équipes restent en situation naturelle, n'évoluent pas et donc ça fait peu de choses pour se projeter dans une carrière plus tard, etc. Donc c'est très important d'avoir un turnover et ça dépend si on est dans un secteur commercial ou si on est dans le public, on n'a pas forcément les mêmes taux. Donc chez Pôle emploi, on a plutôt un turnover qui est faible, qui est en dessous de 5%, généralement, qui est aussi entre 3,5 à 4,5 selon les années, mais c'est aussi assez structurel vis-à-vis de l'entreprise et aussi vis-à-vis des possibilités de carrière qui sont offertes en interne. En tout cas, ce qui est important, c'est d'être en capacité de pouvoir le mesurer pour pouvoir agir sur cet indicateur. Comme l'a rappelé Aurélien, c'est un indicateur qui est vivant, qui va dépendre du secteur d'activité, du positionnement géographique et aussi de la tension ou non du marché de l'emploi. Néanmoins, nous, ce qu'on constate parfois quand on arrive chez des prospects qui sont en projet sur ces sujets-là, eh bien, en fait, la mesure de cet indicateur qui nous paraît être un indicateur relativement naturel n'est pas si facile à opérer, puisque en fait, on est sur une mixité de contrats, par exemple, dans les organisations, qui fait que la considération, par exemple, d'une bascule d'un CDD en CDI n'est pas en fait du turnover et pourtant peut être considéré par des systèmes historiques de gestion administrative comme l'étant. Et donc, cette mesure, entre guillemets, du turnover n'est pas forcément quelque chose d'aussi trivial qu'on pourrait imaginer en se disant, voilà, tout le monde connaît à peu près son turnover. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et le fait de pouvoir le motoriser va permettre, en tout cas aux organisations, de pouvoir avoir une vision claire de leur turnover. Puis comme disait Aurélien, il y a de l'affiner par métier et par géolocalisation. C'est comme le taux de chômage, ça cache parfois des réalités qui sont vraiment très diverses. C'est-à-dire qu'on va avoir certaines fonctions support très spécialisées dans la data avec des mélanges de maîtrise de métier et puis d'outils. C'est des personnes qui vont être assez complexes à trouver et donc on aura peut-être des choses à développer pour eux en termes de politique de rétention, en termes d'incentives, en termes de recrutement aussi, d'avoir un pipe assez important si on y arrive, Et puis on a aussi parfois certaines fonctions qui sont moins en danger que d'autres et qui peut-être à moins de surveillance, mais il faut quand même proposer quelque chose pour pas être dans un turnover trop faible. Donc il faut être capable de s'outiller et de piloter. Le pilotage est très important pour avoir la bonne cartographie de son turnover et puis ajuster sa politique à la fois pour attirer les talents et à la fois pour les maintenir avec de belles perspectives de carrière en interne. Alors, il y a une question de Zélie qui demande comment savoir si notre taux de turnover est bon. En fait, oui, effectivement, le taux de turnover va dépendre déjà du secteur d'activité. Exactement. Généralement, alors moi qui ai travaillé aussi dans des structures privées précédemment, si on a vraiment beaucoup de commercial, ça peut aller jusqu'à 20-25%. C'est pas forcément grave, mais il faut quand même le gérer d'une certaine manière parce que c'est des fonctions très concurrentielles dans le commerce. Chacun peut recruter celui d'en face, etc., ou le concurrent. Et après, si on est par exemple dans quelque chose de plus administratif, on est plutôt inférieur à 10. Après, chaque turnover, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi en fonction de la qualité, du secteur d'activité qu'il faut le voir. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, ça va être si on a la capacité de pouvoir se benchmarker par rapport à ses concurrents pour voir où on en est. Et là, c'est ça qui va être intéressant de regarder. Et puis, à un moment, il y a aussi certains aspects dans le turnover pour aller plus loin, c'est voir la fuite des talents. Est-ce que les meilleurs talents partent ailleurs ou pas? Pourquoi? Il y a l'analyse, et il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui se développe de plus en plus, c'est l'entretien de départ.
C'est quelque chose de très important quand on a des talents qui partent, etc. Il faut savoir organiser de bons... parce que ça fait partie du job et ça fait partie aussi de la marque employeur à un moment, hein. Un bon entretien de départ, parfois, c'est aussi un recommencement, parce que vous avez peut-être tous entendu parler de cette, comment dire, de ce phénomène aussi à l'heure actuelle, hein, qui est comme le ghosting, c'est l'histoire du boomerang. On a beaucoup de personnes qui partent, ils font 1 ou 2 ans ailleurs, puis ils reviennent dans la société, des fois en ayant vu des choses chez les concurrents, en ayant ouvert leurs horizons et qui reviennent encore plus forts. Donc, c'est aussi très important de garder, pour avoir une bonne stratégie de fidélisation, etc., d'organiser ces entretiens-là, parce que c'est peut-être les talents qui partent aujourd'hui, c'est peut-être nos talents qui reviendront après-demain, tout simplement. Ouais. On le voit beaucoup aussi dans l'hôtellerie-restauration, ça, où les patrons d'hôtels, ou même je discutais avec un barman d'un grand hôtel récemment qui me disait que lui avait constitué un vivier à travers la France et même le monde d'ex-personnes de son équipe, et que systématiquement il animait son propre réseau d'anciens pour voir s'il pouvait les faire revenir éventuellement. Donc c'est assez intéressant. Du coup, pour revenir à ça, tu l'as très justement dit, Bruno, le turnover, c'est pas juste un chiffre global dans l'entreprise. Il faut l'analyser de façon méthodique, par famille métier quasiment. Du coup, Aurélien, comment toi tu mesures ça aujourd'hui dans ton entreprise? Quels outils pour avoir une vision suffisamment éclairée? En fait, on a de base, en fait, j'ai envie de dire, faut l'ensemble, hein. Donc, il faut le turnover, il se calcule à partir des entrées et des départs dans l'entreprise et à partir d'outils de pilotage. Voilà. Mais après, une fois qu'on a ça, c'est un constat. Après, il faut toute la suite de gestion des talents, nous qu'on a mis en place avec Talentsoft, donc pour ensuite s'armer et pour pouvoir mettre sa stratégie et sa politique en place. Donc nous, par exemple, on a la gestion des recrutements, la gestion des mobilités internes, c'est-à-dire une fois qu'on a recruté de l'extérieur, les agents ont la possibilité de voir les postes qui sont ouverts en interne, s'ils veulent avoir une mobilité, donc ce qu'on appelle la bourse des emplois, hein. Après, il faut forcément la gestion de la formation, aussi bien en présentiel, avec la planification des sessions, qu'en distanciel, avec ce qu'on appelle des LCMS et les LMS, donc c'est des plateformes de e-learning où on peut créer des contenus, où on acheter sur le marché. Il y a forcément tout ce qui va être la gestion des entretiens. Donc nous, on a quand même pas mal d'entretiens. On a un certain nombre d'entretiens pour suivre la carrière, au-delà des EP, donc des entretiens professionnels et des entretiens annuels. On a tout un set d'entretiens qu'on a créé dans Talentsoft, dans Cegid Talentsoft. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est la gestion des carrières, hein, avec des comités carrières, donc avec des groupes d'agents qu'on va suivre, avec des identifications de potentiel pour faire des revues d'effectifs, pour voir comment on peut agir et le plan d'action au niveau de chaque agent, aussi, à tous les niveaux, hein. Ça inclut aussi le management et le management supérieur. Et aussi, on a forcément un outil pour gérer les promotions, les primes de performance, etc. Mais ça, c'est plutôt... les promotions, c'est pour tout le monde. Les primes de performance, c'est uniquement pour les managers. Donc, voilà, c'est important d'avoir les outils de gestion administrative et de pilotage, et puis d'avoir toute la suite aussi pour être capable de suivre tous ces éléments-là et de voir comment on les met en place. Bruno, c'est quoi pour toi les grands enjeux d'une stratégie de fidélisation? En fait, la complexité de la stratégie de fidélisation, c'est qu'il faut réconcilier deux enjeux qui peuvent paraître parfois assez lointains. C'est-à-dire qu'on va essayer d'intégrer dans ce parcours de carrière du collaborateur, on va dire, sa trajectoire et la volonté qu'il a de pouvoir se développer et peut-être aller chercher une autre fonction, une autre responsabilité à l'intérieur de l'organisation. Et cette trajectoire, il va falloir la coordonner avec la trajectoire de l'entreprise pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse positionner finalement cette volonté de développement, cette volonté de
de parcours à l'intérieur finalement du respect de la trajectoire de l'entreprise, le développement pour certains du chiffre d'affaires, pour d'autres du service, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de réconcilier et de paralléliser ces deux enjeux. Et pour nous, un élément clé dans cette réconciliation, c'est la position du manager. Le manager aujourd'hui a un rôle finalement essentiel dans la trajectoire de son collaborateur et dans la trajectoire de son organisation. Et ce rôle du manager, il est extrêmement compliqué pour le manager et il doit être facilité par finalement l'aide d'une solution. La solution doit lui permettre d'avoir finalement la capacité de pouvoir lui donner suffisamment d'informations pour accompagner l'ensemble de ses collaborateurs dans leur montée en compétences, dans leur formation, dans leur évaluation, dans la conversation qu'il peut avoir avec eux sur évidemment les objectifs, les résultats clés qu'il va pouvoir mettre en place. Mais ça doit également lui donner l'information au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation publique, si c'est le cas, de ce vers quoi il doit amener ses collaborateurs. Parce que évidemment, le collaborateur va avoir une vision éclairée. On a parlé de la bourse à l'emploi, on a parlé du catalogue de formation. Donc, ça éclaire finalement le collaborateur sur ce qu'il peut faire ou sur ce qu'il veut faire. Mais évidemment, le manager va avoir une vision élargie de cette partie-là et va pouvoir peut-être aider, influencer, amener le collaborateur à aller jusqu'à sa prochaine étape. Et tout ça, évidemment, piloté par des politiques RH qui sont vues souvent de façon plus centralisée et qui doivent être déclinées au sens le plus fin du terme. Et c'est pour ça qu'on a mis en place véritablement un accès manager particulier qui va d'ailleurs être enrichi dès le début de l'année prochaine par, on va dire, des KPI, enfin des indicateurs de performance spécifiques pour les managers, pour rassembler toutes ces informations et pour en faire véritablement le premier RH de proximité dans la façon dont finalement les collaborateurs peuvent être accompagnés sur ces sujets. Donc en fait, on a, comme le disait Aurélien, une stratégie, une politique RH qui est déterminée au départ avec les comités de carrière qui font intervenir d'autres directions, notamment des fonctions de support, et puis des managers de division. Donc ça veut dire que derrière, une des premières actions fondamentales, ça va être d'aligner l'ensemble du management, Aurélien, parce que j'imagine que quand on offre des parcours de mobilité en interne, encore faut-il que, par exemple, tes directeurs d'agence ne freinent pas quand un collaborateur leur dit au fait, j'ai postulé pour partir de Toulouse à Nice, par exemple. Ça, c'est un aspect fondamental. Oui, c'est un aspect fondamental, il faut veiller à ça. Alors, nous, on est exactement dans ce que disait Bruno. Alors, je suis désolé, j'ai bien sûr eu une coupure de réseau, sinon c'est pas marrant. Du coup, comment dire, on croit beaucoup à la déconcentration RH, hein, c'est quelque chose qu'on met en place, c'est-à-dire qu'on considère que le manager, c'est le premier RH de proximité. C'est lui qui va développer les talents, c'est lui qui va les suivre, c'est lui qui va les proposer pour qu'ils passent manager, c'est lui qui va proposer des nouvelles carrières, qui va conseiller. Alors, le principe des rétentions parfois de managers, c'est vrai que parfois, quand on est entraîneur de l'équipe du PSG, c'est compliqué de laisser partir Mbappé. Bon, bah là, concrètement, c'est vrai que c'est pas facile. Mais alors si, je vais te dire, pour Pôle emploi, c'est très facile. Vous n'avez pas les mêmes moyens que le PSG. non, mais je veux dire, c'est double jeu c'est à double tranchant pour un manager. Le manager qui pousse dans le bon sens pour un collaborateur, ça va lui faire de la pub, ça va lui attirer d'autres nouveaux talents dans son équipe par ailleurs, etc. Et comme je vous dis, nous, en plus, on a un formidable terrain de jeu, c'est qu'il y a 900 agences, il y a 20 régions, donc forcément, il y a la capacité de trouver la carrière. Il faut juste que la personne soit l'agent
lui découvre cette opportunité via une bourse interne des emplois qui soit suffisamment ouverte et consultable quand il le souhaite pour pouvoir évoluer. Voilà, ça c'est assez important. Comment bon, on a vu l'alignement du management. Forcément, sans outils, c'est impossible de mettre en place ce type de stratégie, d'autant plus dans une entreprise de la taille de Pôle emploi. Mais de toute façon, dans n'importe quel type d'entreprise, hein, quand on dépasse la centaine de collaborateurs, ça nécessite de toute façon de s'outiller. Comment on présente ça aux collaborateurs? Parce qu'on ne lui met pas, quand il arrive, j'imagine, un outil en lui disant « débrouille-toi avec l'outil ». C'est quoi la démarche? Comment on fait adhérer les collaborateurs à cette politique RH? Alors moi, déjà, j'ai une première philosophie, c'est de dire que c'est l'utilisateur qui décide. C'est-à-dire que si l'expérience utilisateur, elle n'est pas là, elle n'est pas fluide, elle n'est pas simple, l'outil ne sera pas utilisé. Hein. Et le cas d'usage, il sera laissé tomber. Donc déjà, c'est important et c'est vrai que Talentsoft là-dessus est assez intéressant parce il respecte les grands standards du web, donc on n'est pas perdu. Parfois, ça ressemble plus à un réseau social que voilà, avec des grandes fonctionnalités. Donc, on s'y retrouve très bien. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que ces fonctionnalités, elles soient accessibles tout de suite. Donc là, nous, les fonctionnalités qui sont très intéressantes dans le développement de carrière et qu'on a mis en œuvre, voilà, c'est déjà un accès rapide à la bourse des emplois. Pourquoi l'accès à la bourse des emplois, il est intéressant? Il est intéressant si je veux évoluer en termes de job, prendre des jobs, qu'est-ce qu'il y a dans ma région, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi de dispo, et je peux me mettre un peu en veille, recevoir des alertes s'il y a des choses qui m'intéressent. Mais aussi, on a des collaborateurs qui ont des projets de vie. Hein, et là, par exemple, j'ai vu très récemment un collègue qui était en fonction support à Paris. Sa femme devait déménager à La Rochelle. Il a pris la capacité et dans les comités de carrière, on a vu qu'un passage directeur d'agence était possible dans le secteur de La Rochelle. Il a mis en place un dispositif de formation qu'il a trouvé rapidement et qu'il a partagé avec son manager. Ça a été mis en place pour qu'il fasse sa transition. Et ensuite, il a pu suivre aussi des petites formations via la e-université qu'on a mise en place, où on peut aller se servir dans différents contenus qui peuvent nous intéresser, parce que quand je change vraiment de filière, je passe d'une fonction support, je ne sais pas, RH, finance, à par exemple cœur de métier de Pôle emploi, gérer une agence avec des usagers, etc. C'est pas le même job, hein, c'est pas le même métier. Donc, il faut vraiment être soutenu. Et là, toutes nos RH, grâce à ces outils-là, peuvent mettre en place ces transitions et je dirais même aussi ces projets de vie. Et là, on touche quelque chose de très intéressant. Si je commence à voir dans un grand réseau, alors on a la chance d'avoir un grand réseau, hein, mais si je suis un agent, je commence à entrevoir des possibilités de projets de vie, des possibilités d'évolution professionnelle, que c'est bien accompagné, que c'est bien outillé et que je peux directement m'engager dedans, et même faire des découvertes via la université. Tiens, je veux voir comment ça se passe ce job-là. Hop, je vais sur une formation qui va m'initier, me sensibiliser, et du coup, je vais voir si ça me correspond pas. Du coup, ça crée vraiment de la fidélisation parce que on est moins tenté d'aller voir ailleurs quand on sait qu'on finalement on s'y retrouve et on a des perspectives en interne. C'est un enjeu fort d'avoir des perspectives. J'ai discuté avec quelques DRH, même un certain nombre, qui sont dans cette logique de dire notre stratégie, c'est de rendre les collaborateurs acteurs de leur parcours. Absolument. Donc l'idée, c'est de les rendre vraiment avec leur manager. Et c'est vraiment clé dans le retour d'expérience de Pôle emploi, parce que Pôle emploi a été à la genèse finalement de la participation complète du collaborateur dans sa montée en compétences. Alors évidemment, le cœur de sujet, il y a quelques années, quand on a commencé à travailler avec eux, c'était d'accompagner des parcours de carrière préidentifiés, c'est-à-dire on savait que la carrière classique d'un agent Pôle emploi, ça commençait par être sur la relation particulière, puis sur la relation entreprise, donc il y avait des passerelles, entre guillemets, qui étaient nativement connues. Et puis, Pôle emploi s'est posé la question en se disant, mais finalement, ces parcours qu'on préflèche pour le collaborateur, est-ce les seuls parcours qu'on peut proposer aux collaborateurs?
Et en fait, ils ont fait finalement le chemin inverse en se disant, si au lieu de faire du top-down, on faisait du bottom-up, et ils ont ouvert la e-université en disant, à chaque agent de Pôle emploi, vous avez la possibilité de vous former sur finalement les thématiques que vous souhaitez vous aborder en tant qu'individu. Et à partir de là, eh bien, en fait, c'est une somme de données finalement phénoménale qui leur permet d'identifier des parcours de carrière ou même des participations à des projets qui sont véritablement liés aux compétences que le collaborateur souhaite développer. Si par exemple, moi je suis dans le cœur de métier de Pôle emploi, mais qu'à la fois dans ma université, j'ai participé à des formations sur de la gestion de projet, sur des soft skills, sur tout un set de compétences, et bien en fait tout ça, ça remonte dans le système centralisé. Et derrière, c'est exploité par Pôle emploi pour proposer finalement le bon parcours de carrière. Parce que quoi qu'il en soit, on peut évidemment compter sur le collaborateur pour dessiner son parcours de carrière, mais à un moment, il peut être intéressant pour l'organisation aussi de piocher dans ces viviers de compétences, dans ces viviers de collaborateurs pour finalement orienter ou en tout cas proposer aux collaborateurs une vision dynamique. Et c'est ces deux éléments qui permettent un bon équilibre entre la trajectoire du collaborateur, le parcours de vie, le parcours de carrière et la trajectoire de l'organisation. C'est intéressant ce que tu dis, Bruno. Je vais rebondir parce que, rendre le salarié acteur de son parcours, ok. Qu'est-ce que tu fais des collaborateurs qui sont, entre guillemets, un peu statiques? Est-ce que tu les laisses en me disant, de toute façon, on a, je ne sais pas, 2% de collaborateurs qui ne sont pas du tout proactifs et je m'en occupe pas? Ou est-ce que tu leur pousses comme ça, soit des formations, soit des parcours où tu vas te dire, OK, je vais leur pousser ça pour voir s'ils réagissent? Comment ça se passe? Alors, en tout cas, dans la solution, et je laisserai Aurélien compléter par rapport à son expérience de Pôle emploi, dans la solution, nous, ce qu'on constate, c'est que on cherche à évaluer, piloter la compétence de tous les talents. Nous, on a un certain nombre de nos confrères qui ont un discours très orienté top talent, les 20% les plus performants, il faut s'en soucier. Nous, ce n'est pas notre philosophie. Nous, on a une solution effectivement d'origine française et on n'a pas cette vision anglo-saxonne du top 20 comme certains. Nous, on veut véritablement accompagner tous les talents. Et ce qu'on constate, et c'est pour ça en fait que l'équilibre doit être fait, c'est que certains des talents des organisations doivent être mieux ou plus accompagnés que d'autres. Certains ont une vision, un objectif, des parcours. Certains n'en ont pas. Et pour ceux qui n'en ont pas, en fait, on met en place ce qu'on appelle des moteurs de recommandation, c'est-à-dire du matching. Le matching, c'est quoi? C'est la possibilité non pas de laisser finalement le collaborateur acteur en disant je vais rechercher dans la bourse à l'emploi, mais c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où j'ai été évalué sur tel ou tel type de compétences, sur tel ou tel type de formation, on puisse me recommander des emplois en me disant voilà, finalement, ton profil pourrait aussi être pertinent pour tel ou tel parcours de carrière. Ton profil peut être aussi éligible à tel ou tel type de formation. Parce qu'en fait, le catalogue de formation, c'est intéressant quand on est acteur, tu le disais très bien. Hein. Voilà, un peu comme sur Netflix, je sais ce que je vais regarder parce que je veux impérativement regarder le tel ou tel dernier film de Omar Sy avec Lupin. Mais peut-être que demain, je serai intéressé parce que Netflix va me recommander une série allemande que je n'aurais pas naturellement regardée, mais peut-être que c'est intéressant. Et c'est pareil en fait dans le monde de l'entreprise. On va me recommander aussi des formations, on va me recommander peut-être des parcours de carrière. Et d'ailleurs, on va avoir cette vision holistique sans être, on va dire, associé à une politique RH spécifique. C'est véritablement du matching qui est fait pour finalement animer naturellement cette ça rejoint ce que disait Aurélien tout à l'heure sur la capacité aujourd'hui des outils technologiques RH à disposer d'une UX et de fonctionnalités finalement qui sont de plus en plus proches de ce qu'on utilise dans la vie perso, comme tu disais, Netflix, utiliser, j'en sais rien, Instagram, LinkedIn, etc. Il faut que ça soit simple. Faut que ce soit simple. Et juste, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez les deux en prenant à peine plus de recul. Comme ça permet de faire le lien avec une question qui a été posée tout à l'heure sur le turnover.
Le turnover, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut aussi, la question était, c'est comment je sais si j'ai un bon turnover? Si j'ai un turnover faible, par exemple, chez Pôle emploi, mais que j'ai un bon taux de rotation interne des ressources, c'est-à-dire que j'ai des opportunités qui sont créées ensemble et il y a de la vie en interne, c'est intéressant. Et du coup, ça s'équilibre. Si j'ai un turnover très élevé et peu de rotation en interne, là, j'ai un problème de fidélisation et j'ai une sorte de stagnation dans les équipes. Et là, j'ai quelque chose qui peut un peu se gangréner et qui manque d'activité. Donc là, il faut se poser vraiment des questions. Donc c'est en ça où il y a c'est un peu composite, la fidélisation. On peut utiliser le turnover externe, mais le turnover entre guillemets interne, c'est-à-dire les rotations sur les postes, sont très intéressants. Et tout ce qui va être dans la fidélisation, on le voit, il y a un changement de comportement à l'heure actuelle. Nous, on le sait en particulier parce que on a la chance d'être un établissement qui porte du sens. On vient travailler chez Pôle emploi, c'est pas par hasard, il y a un sens, il y a une mission. On s'investit pour le retour à l'emploi, on s'investit pour le service public, pour la société. Voilà. Et de quoi ils ont besoin, en plus du sens à l'heure actuelle, les jeunes générations, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être écoutés, ils veulent de la compréhension. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, c'est important. Alors, on ne l'utilise pas, mais c'est chez Cégide, ils proposent des baromètres internes pour être capable d'écouter la voix des salariés. C'est important de structurer. Voilà, nous, on en a un 2 fois par an qu'on utilise parce que c'est important de comprendre ce qui se passe et l'écoute. On a aussi développé les marges de manœuvre. Ça, c'est quelque chose qui vient aussi avec les nouvelles générations. On n'est plus dans un monde commande and control avec un chef qui dit tout. On a vraiment un agent qui est acteur de son parcours, avec tous ses outils à dispo, assez simple à utiliser immédiatement, et avec un manager qui n'ordonne pas, mais qui accompagne. C'est vraiment ça, on a vraiment souhaité transformer. La confiance, être acteur, ça passe aussi par l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, par exemple, juste avant le Covid, on avait mis en amont un accord télétravail. Et là, avec l'aide de Talentsoft, on a structuré plein de campagnes de télétravail avec différents choix, etc. Ce qui permet, en fonction de où sont nos agents, de calibrer le télétravail pour que ce soit le plus opérant possible sans jamais obérer la performance. Donc voilà, tous ces sujets-là sont importants et j'ai envie de dire que ces nouveaux besoins des nouveaux recrutés, des personnes qui recherchent du travail, d'écoute, de sens et d'être acteurs de leur projet, on a réussi. Et je pense que c'est ça une bonne stratégie de fidélisation pour ceux qui nous écoutent. C'est comment on arrive à orienter ces envies-là avec des systèmes assez simples qui portent la stratégie. Voilà. Et que la stratégie nourrisse les outils et que les outils permettent de nourrir la stratégie. Et là, on arrive à créer ce que je disais juste avant, cette espèce de turnover interne, mais qui est sain, de rotation des équipes. Parce qu'il y a quelqu'un qui bouge dans une équipe, ça crée des opportunités pour ceux qui avaient les niveaux en dessous ou qui veulent changer de job. Ça me permet de recruter des nouveaux. Et puis voilà, je fais tourner les équipes et c'est sain d'avoir cette vision dans les équipes et pas de rester trop stagnant. Ouais. Et après, juste rebondir sur le dernier point. Tous les agents, tous les salariés ne bougent pas ou n'ont pas la nécessité de bouger, mais ce n'est pas parce qu'ils ne bougent plus dans leur emploi qu'il faut arrêter l'apprentissage des compétences. Moi, j'ai des experts paye, ça fait 20 ans qu'ils sont là, j'ai surtout pas envie qu'ils bougent, ils n'ont surtout pas envie de bouger. Et par contre, on n'arrête jamais l'apprentissage. Ils ont de plus en plus de jobs, ils s'ouvrent à d'autres choses, ils ont des projets passionnants avec des nouvelles technologies, etc., etc. Et ça pose pas de problème. Et nous, on a besoin qu'ils restent là, et eux, ils ont besoin de stabilité. Très bien. C'est juste après avoir aussi c'est un peu de la haute couture, être capable de définir, grâce à tous ces outils-là et les revues de carrière, des plans personnalisés, parce que tout le monde ne sera pas patron de la boîte demain. Tout le monde n'a pas envie de stagner, c'est être capable de se dire, on a une route pour chacun d'entre nous, et c'est comme ça que ça fonctionne.
Et tu fais bien avec tes gestionnaires paye parce que c'est le métier le plus pénurique de la fonction RH. C'est un des plus concurrentiels. Oui, oui. Ouais. Alors, juste pour rebondir, tu parlais de sens. Il y a deux notions de sens aujourd'hui. Il y a effectivement le sens, comme tu le disais, la mission de l'entreprise, mais ce qui fait vraiment sens aujourd'hui au niveau des collaborateurs et des collaboratrices, nous, on a fait une étude là-dessus récemment, justement, pour bien comprendre ce que les gens entendent par sens au travail. Et ce qu'ils entendent par là, c'est ce que vous faites. C'est est-ce qu'il y a une bourse à l'emploi? Est-ce que je peux me projeter dans un métier futur? Est-ce que je suis accompagné? Est-ce que j'ai des formations? C'est ça, en fait, qui fait sens aujourd'hui. Absolument. Et c'est cette autonomie. Donc, on a eu aussi un grand projet il y a quelques années qui s'appelait la performance par la confiance. Parce qu'en faisant des études, on s'est aperçu qu'en laissant plus de marge de manœuvre, en étant dans un mode moins pyramidal, en laissant plus avec les collaborateurs, plus créer eux-mêmes le sens de ce qu'ils font, les laisser innover, entreprendre par eux-mêmes, ben, on était beaucoup plus performants que finalement en respectant l'employé, enfin l'agent de ce chef-là doit parler au chef qui reparle à l'autre chef pour parler à celui de la salle d'en face. Enfin, ça, c'est très limité. Et là, on peut avoir une perte de sens de ces activités au quotidien hein, qui peut mener au bore-out, etc. La perte de sens au travail, c'est quand même une certaine maladie. Ben, toute cette... voilà. Moi, j'ai envie de dire, on ouvre l'horizon, hein, soit en termes de RH, soit en termes de marge de manœuvre dans l'entreprise, dans mon quotidien. Donc voilà, je suis un peu libéré en termes de tâches quotidiennes. J'ai mon horizon qui est ouvert en termes de possibilités de développement de compétences, c'est important, hein, de développement professionnel, de carrière, et même si j'ai un projet de vie pro-perso, eh ben je peux le concrétiser grâce à tous ces outils-là. Tout ça, ça crée la fidélisation, tout ça, ça crée un attachement, ça crée une confiance. Et cette confiance entre l'écoute de ce dont ils ont besoin et puis ce qu'on propose, ben voilà, ça crée quelque chose qui tire vers le haut tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, je pense, très important. D'autant plus dans des entreprises qui sont amenées à évoluer. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil sur l'évolution future de Pôle emploi, mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. Non, non, oui. On évolue vers France Travail et c'est important et ça sera un des grands sujets d'amener ce sujet-là, non seulement avec nos agents actuels, mais ceux qui feront partie du grand réseau France Travail, donc du service public de l'emploi demain. Je tiens à dire là-dessus que, pour tirer le chapeau à Talentsoft qui nous a accompagnés, mais on avait un peu fait une micro-préfiguration de France Travail, puisque notre e-université, on avait même créé une e-université des partenaires externes, parce que certains de nos partenaires externes qui ne sont pas aussi gros que nous, mais qui ont les mêmes besoins, on a mis certaines formations qui étaient partageables sur une université externe pour qu'ils puissent en profiter. Et on a pu avoir quelques milliers de connexions. Et du coup, quand France Travail est arrivé, on a pu se dire, voilà, on a déjà un peu préfiguré. C'est un départ lancé. Voilà, grâce à Talentsoft, ces sujets-là, mais comme quoi il y avait bien un besoin de partage. Et si on arrive avec les outils à créer cette émulation-là dans tout le service public de l'emploi, ça sera parfait. Ça marche. Merci Aurélien. On touche à sa fin. Il reste une petite minute. J'aurais bien aimé que Bruno nous refasse quand même rapidement le panel. Tu as parlé de la solution Witifit de Cegid, mais peut-être que Bruno, tu peux nous donner le scope global aujourd'hui de ce qu'offre Cegid en matière de gestion et de stratégie, enfin autour des ressources humaines. Aujourd'hui, l'offre, c'est quoi? Alors, effectivement, c'est intéressant parce que c'est complètement en rapport avec ce qu'on a partagé sur les 45 premières minutes. Hein. Véritablement, Cegid accompagne les organisations sur leur gestion des talents. Donc, c'est une
C'est une division de Cegid, qui est connue sur d'autres métiers également, mais la division en gestion des talents est une division véritablement ancrée sur ces thématiques. 4 piliers sur cette division. La partie, ce qu'on appelle gestion de l'acquisition de talents, donc tout ce qui va être recrutement, pilotage de la mobilité interne, du onboarding. Donc voilà. La thématique du socle de données, donc ce qu'on appelle le hub chez Talentsoft, et ce qui va vous permettre de la gestion administrative de l'ensemble des indicateurs dont on a parlé, le turnover par équipe, par division, ainsi de suite, des vues individuelles sur la gestion du dossier collaborateur, signature électronique, génération de contrats, ainsi de suite, et vue collective avec la gestion des postes. Bien sûr, la gestion des talents, cœur de métier de Talentsoft, donc évaluation, on en a parlé, conversation continue pour pouvoir décliner l'ensemble des objectifs générés dans les formulaires en résultats clés qui sont partagés en dehors de notre organisation, donc avec des contributeurs qui peuvent être dans des équipes tierces. Vue collective, revue du personnel par exemple, revue de la rémunération. Et évidemment, quand on évalue les talents, eh bien, on fait de la remédiation sur les compétences qui ne sont pas au niveau. Et pour remédier à cette compétence, eh bien, en fait, on va avoir un volet formation qui va gérer de la formation présentielle, la formation distancielle, la formation mixte. Et tout ça enrichi avec du matching, comme on l'a dit, que ce soit sur la partie formation pour recommander les meilleures formations, sur la partie parcours professionnel avec la Talent Marketplace pour pouvoir recommander des postes, ou pour pouvoir également faciliter le travail des recruteurs, que ce soit en interne ou en externe, avec ce qu'on appelle le recruiting match, c'est-à-dire la proposition d'exploitation du vivier ou des candidats pour finalement faciliter la découverte de la pépite de demain, que ce soit en interne ou en externe, pour couvrir job ou un besoin de formation. Super. Sans oublier la partie paye, rémunération, je sais pas si tu l'as cité. Donc, évidemment, effectivement, on peut couvrir plus largement cette partie-là. Je n'ai pas évoqué Witifit, le baromètre social qu'on évoquait tout à l'heure, et puis évidemment, plus largement la partie paye. Donc, beaucoup de domaines. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur ce sujet. Il y a une question intéressante. J'ai vu une question intéressante. Je me permets de rebondir, Christophe, si tu me permets. Ouais. C'est sur le vie ma vie, pareil, aussi quelque chose qui est intéressant. Alors effectivement, nous, dans les entretiens qu'on a mis en place, on a toute une offre d'accompagnement qui fonctionne bien. Et on a aussi une autre chose qui s'appelle les autodiagnostics, dont je vais vous en parler rapidement. En tout cas, dans l'offre d'accompagnement, on a des offres de mentorat, on a des offres de coaching et on a des offres d'immersion. Ce qu'on appelle l'immersion, par exemple, une personne qui veut aller travailler en agence, elle a peut-être sa vision. Moi, il y a une des personnes de mon équipe qui voulait aller travailler en agence, elle a bénéficié d'une immersion pendant 6 mois. Voilà. Et ensuite, elle postule en interne pour trouver le poste qui lui va bien, mais ça permet une préparation parce que c'est vrai que le changement est très important. Et juste aussi quelque chose que je voulais dire qu'on a mis en place en partie avec Talentsoft et pour d'autres ailleurs, ça s'appelle les autodiagnostics. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans le développement de compétences qui est assez apprécié. C'est-à-dire qu'on a tous vu que parfois l'évaluation des compétences dans un entretien, elle peut être biaisée parce qu'il y a un entretien avec son manager. Souvent, les agents ont tendance à se sous-évaluer. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est connu, c'est un fait réel. Parce qu'ils ont peur d'en faire trop parfois. Parfois, il peut y avoir un conflit avec le manager, donc c'est jamais simple. Nous, on a orienté l'évaluation de la compétence avec des autodiagnostics. Donc, les personnes testent soit leur savoir-être, soit leur savoir-faire sur certains sujets et peuvent s'auto-positionner sur une grille de choses qui sont attendues et peuvent partager durant l'entretien annuel les résultats, mais ils ne sont pas obligés. Donc là, on donne vraiment la maîtrise des agents, même de l'évaluation de leurs compétences et comment ils souhaitent le partager et comment ils souhaitent aborder ça avec leur manager, mais sous l'angle, comment tu peux m'accompagner? Je pense que j'ai une lacune là, mais sans avoir un regard et un jugement. C'est eux-mêmes
qui s'auto-évaluent et qui en voient le résultat. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure, un pas de plus vers l'autonomie, parce que moi-même, je gère mon auto-évaluation de compétences. C'est assez intéressant. Merci Aurélien. Merci Bruno. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline dès demain matin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Aurélien. Au revoir Bruno. Au revoir Christophe. Merci.